Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 81e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode... Phil Castle. Oh, Seigneur! Non, je pensais que t'allais dire Marianne a ça. J'étais tellement content que quelqu'un dise... Je suis pas désolé de Phil Castle, le Marathon Man lui-même. Hot Dog Phil. Hot Dog Phil. Comme ça qu'il t'appelle aussi un samedi soir, c'est ça? Ouais. Hey, ça se peut. Hey, gars, dans ce 81e épisode de Dans les Gradins, Phil, on jase côté tennis dans ce segment le long de la ligne pour une des premières fois depuis quelques moments parce que c'est les finales de l'ATP qui se déroulent déjà, la phase de poule qui est déjà commencée, 3 matchs qui ont été joués pour certains joueurs. Et bien sûr, il y a un Canadien qui figure en Félix Auger-Aliassime qui pourrait avoir un laissez-passer vers les demi-finales s'il bat Alexander Zverev un peu plus tard cet après-midi. On en jase bien sûr. Par la suite, ce sera notre segment mise en échec côté hockey parce qu'il y a un énorme débat par rapport à l'équipe canadienne olympique. Et on va s'y mettre nous aussi. On vous a préparé notre alignement complet. On va pas passer énormément de temps sur l'alignement complet, mais on va parler des personnes qui, selon nous, des joueurs qui auraient pu faire l'organisation et qui l'ont pas fait et vice-versa. Finalement, sporadique et nos 3 étoiles de la semaine pour bien terminer ce 81e épisode. Mais pour débuter, Phil, on se doit jaser tennis. Novak Djokovic qui a donné un cadeau à Félix Auger-Aliassime, puis finalement, ça l'a juste terminé que le rendement aurait été le même. Musetti qui a infiltré le top 8 aussi avec la blessure de Novak Djokovic, malheureusement. Il faut mettre la table, OK, pour ces finales de l'ATP, à savoir que les 2 premières positions étaient décidées depuis déjà un très bon bout de temps, parce qu'il y a une différence de 5040 points entre Yannick Sinner. J'ai vu une statistique par rapport à ça. C'est dégueulasse. Comme l'écart entre 2 et 3 est aussi grand que l'écart entre 3 puis comme... 2000 quelque chose. Je sais plus c'est quoi, mais c'est fou. C'est n'importe quoi. C'est absurde. Le Big Two. Hein? Le Big Two. Moi, je normalise ce terme-là. Ben oui. C'est dit. C'est ça, man. Puis ils l'ont prouvé aussi. Gare, déjà 3 victoires, aucune défaite. Les 2 en Alcaraz et Sinner qui sont déjà qualifiés pour les demi-finales. OK, on s'attendait à rien d'autre. Sinner qui a même pas perdu un set, Alcaraz qui en a perdu un. Ça n'a pas changé le fait qu'il a gagné son match de toute façon. Là, le plus grand des duels sera entre Zverev et Auger-Aliassime dans ce deuxième pool. Et dans le premier, c'est une bataille à 3 joueurs pour la deuxième position. Tous les 3 autres joueurs, à l'exception de Carlos Alcaraz, qui ont une victoire et 2 défaites à leur fiche. Ça va jouer du coude. Ça va jouer du coude entre ces joueurs-là. Bien hâte de voir la continuité. Si je ne me trompe pas, là, t'as Fritz, Musetti et... Il y en a un autre joueur là-dedans que j'oublie. Mais c'est déjà décidé. Pour la demi-finale du premier groupe? Oui, c'est Sinner et Dominor. Les matchs ont été joués? Écoute, j'ai regardé 2-3 heures passées. Là. En fait, tout le monde est à 1 et 2, mis à part Alcaraz qui est à 3 et 0. Donc, Dominor a dû se qualifier avec le tie-break qui, je crois, est le plus de... Je pense que c'est le plus de jeux gagnés, le pourcentage de jeux gagnés habituellement. Mais j'ai pas la confirmation de ça. C'est quelque chose que j'ai omis de ma recherche. Ben, regarde, tout est à jouer pour le deuxième groupe. Si je me trompe pas aussi, ce match entre Auger-Aliassime et Zverev qui est dans pas long, genre 3 heures, heure de l'Atlantique. C'est une réflexion, là. OK, oui, c'est le pourcentage de 7 remportés, mais c'était égal entre Fritz et Dominor. Fait que oui, naturellement, ça va en manche d'abord. Okay. Et par la suite, on passe au jeu. Et Dominor a vaincu Fritz sur ce tie-break-là par 0.68%. Oh my God! Il a vraiment gagné un jeu au service de plus. Ouf. Ouais, en gros. Donc... Ben voilà. Tout ça compte, supposément. Quoique, Alcaraz, c'est juste là, il est chill avec ses 3 victoires. Il va chiller jusqu'à la fin aussi, avant d'affronter Sinner. C'est ça, l'ATP maintenant. Ben, des miettes, gars, on les prendrait, ces miettes-là, entre Auger-Aliassime et Zverev, un duel qui, de base, est mené 6-3 par Zverev dans l'entièreté de leur carrière. Ouais. Mais Auger-Aliassime qui a eu une bonne poussée en fin de saison. Est-ce qu'on pourrait peut-être causer la surprise côté du tennis canadien?
Écoute, c'est un match c'est un 2-3, hein? C'est pas un 3-5. Il y a une grande différence entre les deux. Oui, absolument. C'est un 2-3. Puis, je pense que les circonstances font que Auger-Aliassime a quand même il a ses chances dans ce match-là. On peut pas du tout négliger sa pertinence dans ce match-là. Je pense que c'est un joueur qui a connu une fin de saison colossale, une fin de saison remarquable quand même. Auger-Aliassime, il a dû vraiment travailler fort là, pour se rendre dans ce top 8-là. Je sais qu'il est très, très content d'y être. Il veut défendre les couleurs de son pays dans ce groupe-là. C'est pas souvent qu'on a un Canadien qui peut se rendre justement parmi ses 8 meilleurs joueurs au niveau de l'ATP. Donc, il voit ça comme un privilège, j'en suis certain. Et il va profiter de cette occasion-là à fond. Zverev, oui, c'est toujours un opposant de détail. C'est un joueur à redouter, certainement. Mais cela dit, pour moi, il est dans cette même classe-là de tous les joueurs en dessous de Alcaraz puis Sinner. Puis entre ces gars-là, pour moi, il peut arriver n'importe quoi. Il n'y a personne qui se démarque vraiment. Zverev, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il détient la 3e position quand même. Il est comme... Vraiment, il est comme de façon permanente, on dirait qu'il est juste condamné à la 3e position. C'est le Andy Murray de la 3e position, mais Andy Murray, c'était la 4e. Ouais, vraiment. C'est un peu ça. Puis il bouge pas vers le haut, bouge pas vers le bas. C'est ça. Mais pour moi, il est pas suffisamment dominant pour être vraiment considéré comme un lourd favori face à n'importe quel autre des membres du top 8. Je pense que ces gars-là, sur une bonne journée, peuvent tous battre Alexander Zverev. Et Auger-Aliassime a ses chances. Leur seul duel à l'intérieur, ça avait été un match de 3-7 remporté par Alexander Zverev. Mais cela dit, Auger-Aliassime, il a montré depuis le début de sa carrière que son meilleur tennis, il le joue sur les terrains à l'intérieur. C'est un pourcentage de victoire pour lui qui est autour du 70% lorsqu'il joue à l'intérieur. C'est un game changer pour lui parce que son service est efficace. Il réussit à bien le placer puis à bien l'exécuter lorsque les éléments sont contrôlés. C'est souvent lorsqu'il y a du vent, par exemple, que le ball toss va bouger un petit peu. Il ne réussit pas toujours à s'adapter. On a beaucoup vu ça dans sa carrière, qu'il y avait des troubles avec ça. Mais à l'intérieur, son service devient une arme encore plus puissante. Et ça fait en sorte, justement, qu'il peut vraiment déstabiliser les adversaires avec ce coup-là. Donc, je pense que niveau service, vraiment, il peut même avoir un avantage, peut-être, sur Zverev, pour moi. C'est quelque chose. Une puissance de frappe énorme côté Zverev, mais écoute, tant mieux, c'est oui. Zverev a une bombe aussi là, au service, on est d'accord, mais en tout cas, pour moi, il peut très certainement, sachant que les conditions sont contrôlées, je pense qu'il peut très certainement rivaliser avec Zverev à ce niveau-là. Ensuite, ce sera de voir qui peut dicter un peu plus le jeu dans ce match-là. Là où je suis inquiet pour Félix Auger-Aliassime, ce match-up-là, c'est comme, tu sais, si on arrive dans des patterns qui sont revers à revers, il va perdre ces patterns-là. Parce que Zverev a juste un revers qui est beaucoup plus constant puis beaucoup meilleur de façon globale. Ça, c'est clair pour moi. Ça, c'est pas à débattre. Donc, Auger-Aliassime, ce qu'il a fait beaucoup durant ce tournoi-là, puis ce qu'il a fait beaucoup dans sa carrière, c'est qu'il contourne son revers pour frapper des coups droits. Donc, c'est ça qu'il va essayer de faire encore dans ce match-là. Je pense que la stratégie va pas changer. S'il peut utiliser beaucoup son coup droit, il y aura ses chances dans ce match-là. Puis, écoute, je le veux pour lui, c'est certain. Fait que je vais dire qu'il va remporter ce match-là en 3 manches comme il l'a fait face à Shelton. C'est ça. Et ça lui donnerait justement l'accès au carré d'as où il a une tâche assez peu enviable devant lui. Mais écoute, je pense que quand même, là, vraiment fait une bonne fin de saison. Félix Auger-Aliassime, il a mérité sa place dans ce top 8. Même si ça s'est fait là, vraiment par la peau des dents. Là. Mais écoute, j'aimerais bien le voir là, finir dans ces demi-finales. Là, puis écoute, c'est toujours on va le voir. C'est toujours une expérience d'apprentissage de jouer contre Carlos ou Yannick. Et puis ça prend ça pour justement progresser aux prochains échelons d'une carrière. Donc si c'est ça en demi-finale,
I'm ready to see it. It is what it is. Pour vrai, vous allez, écoute, vous à la maison, vous allez avoir le résultat lorsque vous écouterez cet épisode, mais pour nous, c'est tout juste avant ce match au Jaliassim Zverev qu'on va certainement se tiendre à l'affût là, au courant de la soirée, bien sûr. C'est ça, aujourd'hui, il y a comme les Pingouins jouent à 15h aujourd'hui. Contre les prédateurs de Nashville. On dirait que mon horaire est tout déboussolé. Ça fait beaucoup drôle. De sport en après-midi, on aime ça. Hey, côté mise en échec, segment de hockey, bien sûr, on en a jasé, Philippe. Pas nécessairement énormément durant les dernières semaines, même si c'est un sujet d'actualité énorme présentement. Plusieurs panélistes vont donner leurs prédictions par rapport à l'équipe olympique canadienne et je suis certain qu'on a tellement des idées différentes de ce que ces personnes-là auront à donner et on va le partager. Ce qu'on va faire, c'est bien simple. On va vous donner nos 12 attaquants, nos 2 extras, nos 6 défenseurs, nos 2 extras et nos 3 gardiens, ce qui devrait prendre à peu près 1 à 2 minutes pour par la suite jaser des personnes qui pourraient être exclues de l'une liste à l'autre et d'en jaser un peu de pourquoi ces derniers-là devraient intégrer l'équipe ou non. Bien sûr, vous allez avoir beaucoup de questions à la maison. On ne peut pas les répondre parce qu'on n'est pas en direct, malheureusement. Je te laisse commencer avec ton line-up. Philippe, après ça, je vais aller avec le mien. OK. J'aime tellement pas le fait que tu ris, là. Non, écoute, Mathieu, je vais pas te mentir, j'ai passé beaucoup de temps à contempler cette décision-là. J'aimerais pas être celui qui a à prendre là, vraiment la décision finale. Ce serait vraiment quelque chose de... Écoute, il y a tellement des décisions crève-cœur qui doivent être prises. Beaucoup de gars qui méritent leur place dans cet alignement-là. Mais bon, cela dit, mon premier trio, Mathieu, au centre, c'est sans surprise, c'est le 97, Connor McDavid. Ça aurait pu être... On peut inverser aussi mes 2 premières lignes, possiblement, là, mais ça commence comme ça. Et à sa droite, j'ai Mitch Marner. À sa gauche, j'ai Connor Bedard. Par la suite, on a Nathan McKinnon au centre du deuxième trio avec Sidney Crosby à sa gauche et Macklin Celebrini à sa droite. Ensuite, c'est Nick Suzuki qui prend le centre du troisième trio avec Braden Point à sa gauche, Sam Reinhart à sa droite. Et quatrième trio, Mark Scheifele avec Seth Jarvis à sa droite, Tom Wilson à sa gauche. Et pour les attaquants suppléants, j'ai John Tavares comme le 13e et Brandon Hagel comme le 14e. OK. Ensuite, pour mes défenseurs, j'y vais avec Devante Ezekiel McCarr, gauche-droite. Ça, c'était assez évident, je crois. Ensuite, il y a Josh Morrissey, qui est le défenseur de deuxième paire avec Shea Theodore à sa droite. Et Matthew Schaefer, qui sera le troisième défenseur côté gauche avec Drew Doughty à sa droite. Thomas Harley, qui sera défenseur côté gauche, 7e défenseur, et Brandon Montour à sa droite. Et pour les gardiens, je vais avec Jordan Binnington, Logan Thompson et Darcy Kemper. C'est correct. Genre, je ne peux pas juger ta liste. Ce que je peux te reprocher, c'est que tu as oublié un joueur qui n'a pas le choix d'être là. Parce qu'il était déjà confirmé à l'équipe canadienne en Sam Reinhart. Oui, il est là. Ah, tu l'as nommé? Oui, c'est mon joueur de troisième trio. Pardon. Ailier droit de troisième trio. Je pense que je l'avais juste mal compris. J'avais peur, là, me semble. Mais je me suis dit, me semble, tu m'as dit que tu as commencé à 11h30 ce matin. Je me suis dit, oui, chance non, que tu as oublié ça. J'ai mal entendu. La mienne est différente de la tienne, je vais te le dire. Mon premier trio sera composé de Sidney Crosby au centre, accompagné de McKinnon et Celebrini à sa droite et sa gauche, respectivement. Par la suite, mon deuxième trio, et c'est là où ça se peut que tu t'esclaves, Nick Suzuki au centre, Marner à droite, Connor McDavid à gauche. Mon troisième trio sera composé de Mark Scheifele, Braden Point et Brad Marchand. Ce sera sur mon troisième trio. Le quatrième trio, un trio un peu plus jeune et actif. Wyatt Johnston, Brandon Hagel et Connor Bedard. Qui terminera mes attaquants. Mes extras seront Sam Reinhart et Tom Wilson. Parce que Sam Reinhart connaît une saison terrible, mais il n'a pas le choix d'être là. Et donc, sera dans mes extras. Défenseurs, Taze et McCarr, je pense que ça va de soi, pas besoin d'en parler. Deuxième paire sera Morrissey Parayko pour moi. Troisième paire sera Schaefer et Dobson.
Les extras seront Shea Theodore et Thomas Harley. Pour mes gardiens, ce sera Thompson, Benner et Scott Wedgwood qui se ramasse dans le mix. Il connaît un excellent début de saison, le Wedgwood. Et c'est là où ça part. Parce que Tom Wilson, je pense qu'on n'a pas la même vision de cette équipe canadienne, clairement. C'est juste, moi ça me prend cette sécurité-là d'un quatrième trio qui a un peu de grit puis un peu de physique. Je peux pas concevoir d'aller jouer encore contre les États-Unis puis de me faire brasser par les Kachuk puis qu'il n'y ait personne qui c'est fasse la seule raison pourquoi ce qui est quoi là. que ce soit. La seule raison pourquoi Tom Wilson est là, c'est pour le mettre contre les États-Unis. Oui. Sinon, il n'y a pas d'affaire dans mon line-up. Ben oui, c'est pour ça que je l'ai mis comme au quatrième trio. Je le mettrais jamais plus haut. C'est juste ça son spot. Puis j'ai arrivé là, puis comme j'ai regardé parce que c'était mon dernier, j'étais comme mon dernier de mon top 12. Puis j'étais comme OK, mon line-up est comme je le veux à peu près, mais comme je me dis c'est qui dans ces gars-là qui peut aller tenir tête justement à des Kachuk puis qui vont juste brasser, ils vont brasser de la merde. Mathieu on va dire la vérité. Non, c'est vrai, mais Brady est tout capable de le faire. Là. Tu sais qu'est-ce qu'on n'a pas mis sur nos listes et que j'ai pensé longtemps pour le mettre? Mark Stone. Non, moi non. Mark Stone va revenir pour les Olympiques. Il a tellement mal paru pour moi l'année dernière aux Quatre Nations. Tu trouves? Oui. Il est trop... Il se déplace pas assez bien sur une grande surface non plus. Comme je pense que c'est un joueur qui paraît mieux dans la Ligue nationale de hockey, mais sur une patinoire de taille olympique, je trouve juste que son mouvement est pas assez efficace pour moi. Puis je pense que ça le fait mal paraître. Puis oui, il sera peut-être de retour, mais on n'aura pas assez d'échantillons de sa part. Je suis un grand fan de Mark Stone avec Vegas, comme je trouve que c'est un joueur qui est essentiel à leur succès. Ouais. Mais j'ai même pas vraiment comme réfléchi trop sur son nom pour c'est ces sûr, 14-là. Ouais. Moi, j'ai longtemps pensé pour... surtout l'idée de... Je comprends que malheureusement, ils vont évoluer à la même position, mais tu vas en mettre un de l'autre côté. L'idée de jouer avec Mitch Marner aussi m'intéresse. Ouais. Mais tu peux pas... Dans ma tête, tu peux pas enlever Marner et McDavid du même trio. Tu as fait la même chose que moi aussi. Après ce qui s'est passé aux Quatre Nations, tu peux pas les changer. Mais toi, tu l'as mis au centre, Connor McDavid. Ouais. L'idée, t'es pas venu de le mettre à l'aile, malgré qu'il y a il y a trop de centre. Oui, je sais. Ouais. Mais tu mets Connor à gauche, il est gaucher de toute façon. Oui, mais je verrais pas pourquoi je retirais Mitch Marner de sa position typique. Tu le retires pas de sa position typique? Ben oui, je sais, il joue au centre, mais comme c'était un gars qui a passé beaucoup de temps à l'aile droite aussi. Comme, non, je veux dire que tu mets Connor McDavid à gauche. Tu changes pas Marner. Pourquoi tu mettrais McDavid un gaucher à droite? Non, McDavid est au centre. Je sais, mais c'est ça, je te demande. Mais je vais pas mettre Mitch Marner au centre. Tu mets pas Mitch Marner au centre, tu mets McDavid à gauche, puis tu mets un centre avec les deux. Ah, OK. Ouais, c'est plus ça l'idée. OK. Ben, c'est ça que j'ai fait. Dans le fond, je me demande juste si le centre étant... Ben, moi, j'ai mis Nick Suzuki avec ces deux-là. Ah oui, pour mais qu'ils s'amusent. Ça, pour moi, c'est absurde. Comme Nick Suzuki peut pas être plus haut que le troisième. Là. Pourquoi? Ben, Mathieu, c'est... Je l'ai fait. Il y a Nathan McKinnon. Qui joue déjà sur le premier trio. Il y a Mitch Marner, Nathan McKinnon, Sidney Crosby et Connor McDavid et Macklin Celebrini, qui sont tous des centres. Ah, Mitch Marner n'est pas un centre. Mitch Marner, c'est un ailier droit pur. Ouais, c'est un ailier droit pur. Il y a beaucoup de centres dans cette équipe-là. Mais je vais... OK, gars. Moi, j'ai 3 centres sur mon premier trio, là. J'ai Celebrini, Crosby et McKinnon. Parce que Celebrini et McKinnon peuvent facilement faciliter des ailes sans aucun problème. McKinnon l'a fait aux Quatre Nations sans problème. Celebrini l'a fait avec Crosby aussi l'an passé. Ça, il n'y a pas de trouble. Mais l'idée de mettre Suzuki avec Mitch Marner et Connor McDavid, c'est pour donner cette liberté-là au 97. Puis Mitch Marner, déjà là, c'est un bon attaquant des deux sens de la patinoire. Nick Suzuki, c'est présentement le gars qui va remporter le Selkie cette année. L'idée, c'est pas que je suis un fan du Canadien de Montréal. L'idée, c'est
qui d'autre que je mettrais si c'est ça ma logique. Parce qu'en dessous de lui, tu aurais Shifley et Point. Point qui serait un excellent candidat aussi, soit dit en passant, mais connaît pas la meilleure des saisons, comparativement à Nick Suzuki, qui est un cran au-dessus. Même chose pour Wyatt Johnston, qui n'est pas nécessairement défensif. C'est un excellent centre offensif. C'est pour ça qu'il est sur mon 4e trio. Ouais, mais je veux dire, Connor McDavid c'est ton meilleur joueur. Comme tu peux pas... Pour moi, tu peux pas le sortir de sa position de centre. Ça se fait pas parce que c'est un gars dont tu veux maximiser son apport à l'équipe. Puis la façon de faire ça, c'est de le mettre au centre du premier trio. Il y a pas d'autre manière. C'est un gars qui a besoin d'être... premier ou deuxième, là, on est d'accord que ça peut facilement être interchangeable. OK, sure. Si tu considères le reste du trio aussi, je suis correct avec ça. Comme il jouera à peu près le même nombre de minutes que McKinnon, sûrement, mais je veux dire, je peux pas même imaginer d'enlever ce gars-là de la position de centre parce que c'est un gars qui a juste besoin d'être impliqué dans toutes les régions de la patinoire parce que c'est juste ton meilleur joueur. Il faut que, peu importe que ce soit zone défensive, zone offensive, c'est juste Connor McDavid que je veux dans ce rôle-là du joueur. Le centre, ça s'appelle le centre parce que c'est la substance, c'est la matière, ça tout part de là. Dans ma tête, il peut se faufiler au centre de toute façon. C'est pas comme si c'est juste Nick Suzuki qui a un grand cercle dans le centre de la patinoire. Puis de base, on le sait que Connor McDavid n'est pas nécessairement le meilleur joueur défensif dans son territoire. J'ai peur aussi que Suzuki restreindrait un peu la contribution offensive de McDavid. Pardon? Regarde, oui, parce que Suzuki, pour moi, est plus un joueur... C'est plus un two-way guy. C'est plus un... Comme two-way guy qui a 20 points en 17 matchs. Ouais, 20 points, mais je veux dire, c'est 4 buts, je pense, sur ces 20 points-là. Ça... Oui, mais même 3. Prend quelqu'un qui peut marquer un peu plus. Comme, il me semble que Suzuki n'est pas nécessairement le plus complémentaire avec McDavid. Comme... Tu penses que McDavid peut pas marquer? Il peut. Je sais qu'il peut, il en a fait 64. Ah oui, il peut marquer, c'est clair, mais c'est un joueur aussi qui aime avoir un tu sais, il joue avec Zach Hyman, c'est pour une raison, c'est parce que c'est un joueur aussi qui est à son meilleur lorsqu'il a quelqu'un à refiler la rondelle. Il est capable de marquer, mais il a besoin, il a pas besoin, mais ça aide à diversifier sa production d'avoir un marqueur sur son trio. Pour ça, combien de buts a fait Nick Suzuki l'an passé, Phil? Je sais pas. Nick Suzuki, c'est un marqueur de 30 buts. C'est pas parce qu'il peut pas. Oui, 30 pas parce buts. qu'il peut pas. Non, je sais. Cole Caulfield a énormément de buts cette saison. Il était le meilleur marqueur de la Ligue pour quelques semaines. Il y a une raison pour ça. C'est que Nick Suzuki est capable de le faire. Mais Nick Suzuki n'est pas juste un passeur. Si tu lui donnes dans un environnement pour où moi, il Bellard peut le faire plus que lui. Bellard juste c'est un marqueur, j'en Il conviens. y a le release, il y a juste le release, il y a cette capacité-là de juste t'envoyer des garnottes comme ça, sans avertissement. C'est un gars qui a juste façon de décocher la rondelle. C'est tellement pur, c'est tellement rapide. C'est un peu plus ça que je veux voir en compagnie de Connor McDavid parce que je pense que ça va maximiser son apport à l'équipe. Je suis pas convaincu du tout de cette combinaison-là Suzuki-McDavid. Je pense, si tu regardes toutes les... Tu dois admettre que c'est out there. Comme si tu regardes tous les rosters qui ont été faits jusqu'à présent... Ouais, non, j'ai pas dit... Il y en aura pas un qui aura Suzuki McDavid, mais... Ce sera pas ça. Gars, moi, je me dis... Il faut des gars pour jouer des mesures pesantes. Je ne l'ai pas vu non plus sur aucune des projections comme un gars qui jouerait avec McDavid sur le premier trio. Ouais, mais ça, il faut que ça change. Pour vrai, il faut que Celebrini et Bedard moi, je sais pas pour toi, mais tout ce que j'ai regardé, à mon avis, c'était trop conservateur. C'est tellement vieux jeu, puis là, on va pas en parler tout de suite. Mais regarde, où on est d'accord, toi et moi, c'est qu'on, clairement, comme on a cette volonté-là d'injecter de la jeunesse, puis vraiment du dynamisme dans cet alignement-là. Moi, il n'y a pas dans mon alignement, il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de garantie, je te dirais. Sam Bennett, il n'est pas là. Non. Il y a une raison. Ouais. Je veux dire, je sais qu'il a joué l'année passée. C'est pas une raison suffisante pour l'inclure cette année. Même chose pour Chiarelli. Je sais que c'est l'équipe à John Cooper, mais
à un moment donné, il va falloir être réaliste dans l'idée qu'il y a des meilleurs joueurs canadiens en liste. Puis surtout Macklin. Pour vrai, si Macklin ne fait pas l'équipe, je ne comprends rien. Bedard connaît un saison absurde. Mon problème avec Bedard... Je vais te dire de quoi. Oui. Autant ta pick de Suzuki avec McDavid, pour moi, et c'est un peu... Ouais, c'est audacieux. On va dire ça comme ça. Je suis plus d'accord avec ça que un Bennett ou un Stone, par exemple, que j'ai vu sur certaines listes avec McDavid. Je suis plus d'accord avec ça. Je suis plus d'accord avec Suzuki. Regarde, l'idée d'avoir Stone, ça me dérange pas nécessairement d'avoir Mark Stone parce qu'il apporte quelque chose à cette équipe-là, selon moi. Surtout du côté défensif de la rondelle. C'est rare que tu vas voir des alliés qui vont être autant productifs côté défensif. Là, on a Mitch Marner qui serait sur le premier désavantage numérique avec sûrement écoute, tu as tellement d'options sur cette équipe-là. Tu peux mettre Suzuki, tu peux mettre Braden Point qui sera sûrement sur le premier désavantage numérique. Brendan Hagel aussi, super défensivement. Il y a tellement d'options. Pour l'avantage numérique, il y en a un peu moins, mais tu peux quand même te débrouiller. Puis quand je dis un peu moins, c'est pour le deuxième. Là. Le premier, je te l'ai dit, j'avais dit, j'ai mis Crosby, McDavid, McKinnon, Bedard sur mon premier avantage numérique avec Cale Makar. Sur mon deuxième, j'aurais mis Nick Suzuki, Macklin Celebrini sur le deuxième aussi, Wyatt Johnston, Mitch Marner et Schaefer qui serait aussi, là, serait le carrière de cet avantage. Je sais pas quoi penser. Wyatt Johnston est dans ton top 12? Pourquoi Johnston est dans mon top 12? Non, Wyatt Johnston est dans ton top 12. Oui, il est dans mon top 12. Il est sur un 4e trio avec Connor Bedard. Je sais pas quoi penser de ça. T'es sérieux? Ouais. Ah ouais? Je comprends l'idée comme d'apporter de la... Ouais, des nouveaux joueurs encore. Comme moi, je suis tout en faveur de ça, mais je sais pas. Johnson, ça me fait un peu peur. Je l'ai regardé un peu... Je l'ai regardé beaucoup à Dallas l'année dernière, comme en série. Parce que, ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai pas un gars que j'ai trouvé qui apportait comme une contribution si marquée que ça. Comme c'était clairement pas le meilleur joueur sur la patinoire à Dallas pour moi. Comme il y avait beaucoup de gars qui étaient plus remarquables sur la patinoire. Écoute, la plupart des joueurs qu'on a nommés ici, pour moi, c'est les meilleurs joueurs de leur équipe. C'est les moteurs de leur équipe. Puis Johnson... Là, présentement, il est le deuxième marqueur de son équipe. Ouais. Mikko Rantanen a beaucoup plus qu'un point par match. Oui, quand même. Fait écoute, je pense que j'ai mon échantillon de lui, le moment où je l'ai plus regardé, peut-être, c'était un des moments dans sa carrière où il était un peu sur une slump. Je suis complètement d'accord qu'il était inexistant en série. Puis je sais pas encore, comme un moment comme ça, une occasion importante, je sais pas comment il va se... Mais en même temps, c'est la même question pour beaucoup d'autres. Fait ça serait le gars remplacé pour Tom Wilson au cas où ça va mal. OK. Yeah. C'est un pic intéressant. Juste que ça l'apporte, c'est que je voulais pas que Bedard soit seul avec du talent sur son trio. C'est soit que je laissais Bedard se faire traîner fin seul avec des gars comme Brendan Hagel, pas pour dire qu'il est pas bon. C'est juste pas la même vitesse, c'est pas la même jeunesse. Yeah. Puis je trouve que Wyatt Johnston pourrait faire ce travail-là. Brendan Hagel qui serait un peu plus défensif dans ce mix-là. Mais non, écoute, ce sera à discuter jusqu'aux Olympiques. Puis de toute façon, on n'est pas John Cooper. Qu'est-ce que tu as fait avec Scheifele? Scheifele, je suis le 3e trio avec Brad Marchand et Braden Point. OK. C'est un trio qui a assez de grit, assez de vitesse et capable d'échec avant avec Marchand aussi et Point qui peuvent amener cet aspect-là. Moi, j'ai un problème avec... moi, j'ai Point aussi sur mon 3e. J'ai un problème avec Marchand. T'es-tu sérieux? Avec Brad Marchand? Il est trop lent. Il est devenu trop lent. Mais t'as mis John Tavares sur ton équipe, c'est ça ton problème? John Tavares est 13e ou 14e parce que c'est un gars d'expérience. Puis je me dis, s'il y a quelque chose qui arrive, il peut un peu se glisser, peu importe où. Tom Wilson est sur ton line-up? Oui, Tom Wilson est sur mon line-up. Parce que Tom Wilson est comme un plus jeune Brad Marchand. C'est comme un Brad Marchand. Brad Marchand a perdu un peu de sa fraîcheur, Mathieu. Ça se peut, mais je m'en fous, il est efficace. Il peut être lent comme qu'il veut, ce qui est efficace. Il n'a pas connu un bon tournoi aux 4 nations. Tu trouves? Non. Ah! OK, là, je suis pas d'accord avec ça. Il avait un rôle, puis il jouait très bien. Il joue bien cette année, mais
c'est Il te faut un gars comme Brad Marchand, Phil, dans ton équipe. Écoute, c'est une patinoire olympique, c'est une grande patinoire. Peut-être dans un rôle très réduit, comme avec juste quelques minutes de jeu par match, mais comme Tom Wilson est tout ce que Brad Marchand peut faire, mais juste plus jeune. Comme, je ne crée pas à ça. Je déteste mettre Tom Wilson sur mon équipe. Comme honnêtement, j'ai demandé à mon père de l'écrire. Regarde, tu vois qu'il est écrit différent là, sur ma liste. Là. C'est mon père qui l'a écrit parce que moi, je n'étais pas capable de mettre ce maudit nom-là sur mon équipe de hockey. Mais si je dois me rendre à l'évidence, Tom Wilson est un meilleur pick dans un rôle de grit qu'un Brad Marchand, par exemple. Brad Marchand, au maximum, pour moi, est sur un 4e trio. J'y ai pensé pour justement son expérience puis son rôle un petit peu d'agitateur. Je pense que c'est quand même un joueur qui peut rentrer dans la tête de l'autre équipe, mais encore une fois, c'est tout ce que je décris là, ça correspond aussi à Tom Wilson. On parle pas de l'idée qu'il est le meilleur marqueur d'une équipe qui a remporté la Coupe 2 années de suite présentement. Oui, mais Floride... Jouant sur un 3e trio pour des lunes. Tout est à l'envers en Floride présentement. Je veux dire, oui. Sauf Brad Marchand. Oui, c'est vrai. C'est lui qui émerge un petit peu de ce groupe-là présentement, mais écoute, j'ai pas l'impression que ça va être un fit gagnant pour l'équipe que j'entrevois, qui est une équipe plus jeune puis plus dynamique. Je veux pas mettre Brad Marchand sur cette équipe-là. Je peux l'accepter quatrième trio, par contre. Ben, il est sur le 3e. Fait que tu peux accepter ça. C'est absurde. C'est absurde. Ben, tu vas voir qu'il va être plus haut qu'un 4e trio sur l'équipe olympique, mon cher. Il y aura... C'est absurde. J'ai presque mis Marchand avec Crosby et McKinnon. Fait que... non, pas ça. Ça, c'est fini. Oh my God, tu sous-estimes largement Brad Marchand cette année. Non, mais c'est fini. Bref. C'est quand même fini. Là. Je comprends l'idée de réunir là, le Cole Harbour Connection, mais écoute... Non, mais ça, c'était pour la joke. Là. Ouais. Il y avait aucune chance que je le mettais là, malheureusement. Il possède juste pas le talent et la vitesse pour compétitionner avec. Malgré que Crosby n'est pas nécessairement le plus rapide, mais il est efficace. Et c'est ce qu'on aime. Ah ouais, il est efficace. Non, Crosby n'est pas le plus vite sur cette équipe-là, mais je pense que c'est pour ça que je ne l'ai pas mis centre aussi. Toi, tu l'as mis centre, hein? Crosby? Ouais. Oui. Ben, moi, il est à l'aile. C'est McKinnon qui prend le poste de centre sur ce trio-là. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'ils ont déjà convenu aussi entre eux. Là, c'est possible. Mais selon ce que j'ai vu aux 4 Nations, c'est des gars qui se partageaient largement la position de centre de toute façon. Ça serait interchangeable. Je pense qu'une grosse face-off, par exemple, c'est Crosby qui est absolument vraiment centre pour dans ce cas-là. Là. McKinnon, on le sait, là, ses poussées de vitesse sur l'aile gauche sont incroyables. Je ne connais pas ses stats au cercle des mises au jeu, par exemple, McKinnon, mais c'est pas quelque chose dont on parle. Vraiment. Non, parce qu'on s'en fout. On parle de ses 32 points. Là, non, mais c'est important, quand même, des mises au jeu comme ça, clés. Je pense que dans ce cas-là, Crosby serait plus le gars. Même en zone offensive aussi, peut-être c'est une tactique à employer là, pour libérer McKinnon, justement. Fait que, il y aura peut-être des switches qui vont se faire entre ces deux-là. Mais je sais que les deux avaient beaucoup d'éloges à dire de Macklin Celebrini au camp olympique. Je pense que Crosby, ce trio-là, pour moi, est intouchable. Comme s'il y a un trio dans mon alignement, je vais te dire, tu touches pas à ça, c'est ce trio-là. Je suis d'accord. Ben, on a mis le même pour une raison. Ouais, on était tous les deux d'accord là-dessus. Parce que Crosby, c'est un gars qui performe bien avec des joueurs comme... ses meilleurs moments dans sa carrière, je pense, c'est des joueurs comme qui sont pas époustouflants nécessairement, mais qui sont des joueurs intelligents. Comme je pense que c'est vraiment là qui a brillé le plus. Puis c'est des joueurs intelligents qui arrivent à comprendre un petit peu comment Sidney Crosby évolue sur la patinoire. Il y a un style quand même son style n'est pas excessivement compliqué, mais c'est juste qu'il réfléchit, il processe la game à une très très haute vitesse. Ouais. Crosby, je pense que c'est une de ses plus grandes qualités. Donc ça te prend des gars aussi qui ont justement cet instinct-là très très rapide, cette petite switch-là de comme OK, il faut que je sois là, il faut que je sois ici. Puis ça, c'est des choses, c'est des décisions qui se font dans une fraction de seconde. Puis c'est pour ça que le meilleur pairing pour moi ever avec Crosby, ça a été Jake Gensel, parce que c'était un joueur qui avait juste le IQ, le quotient intellectuel pour juste de hockey, cette vision-là, cette compréhension-là du jeu pour juste toujours donner à Crosby exactement ce qu'il a besoin. Puis bizarrement, Celebrini, qui a juste 18 ans, pour moi, il a
personne qui a plus de maturité et de compréhension. Comme sa compréhension du jeu est vraiment élite là, à un très, très jeune âge. Ouais. C'est juste le fun aussi. Si Crosby avait autant de bonnes choses à dire sur un gars comme ça, c'est pas un hasard. Crosby, il en a vu des gars passer sur ses ailes. Il a joué avec Rust, par exemple. Il a transformé Rust en un excellent joueur de hockey, je pense. Il a transformé Connor Sheary aussi, qui est en un joueur de hockey qui produisait un rythme incroyable aussi. Il a fait de la même chose avec Chris Kunitz dans le temps également. Fait je pense qu'il y a cette faculté-là d'élever le niveau de tous ceux qui sont autour de lui. Puis je pense que le gars qui va le plus en bénéficier, c'est Macklin Celebrini. Fait que ce trio-là, et vice-versa, d'ailleurs. Oui, et vice-versa, exactement. Parce que Celebrini peut apporter aussi beaucoup à Crosby. Oui, c'est pas pour rien qu'il menait la Ligue au chapitre des points il y a quelques secondes. 100%. Puis ce trio-là est juste intouchable. Fait que si tu me dis quelque chose là, à ne jamais rayer de la liste sous aucune circonstance, c'est ça. Le reste, tout ce que tu as mis, autant je suis en désaccord pour certains, c'est acceptable. Mais juste laisse-moi ça. Non, je suis entièrement d'accord avec ça. Même chose côté défensif, Davon Toews, Cale Makar, c'est aussi un intouchable, je pense, pour le premier trio défensif. C'est les autres qui font un peu jaser. Je suis content que tu as mis Josh Morrissey aussi parce que il est sous le radar d'une des meilleures saisons de sa carrière présentement. J'ai beaucoup de difficultés à mettre Shea Theodore en quelque part sur cette équipe-là. Et pourquoi il est un extra pour moi. Je vais te donner un peu la logique derrière. Oui, j'ai mis Noah Dobson parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de bons défenseurs droitiers. J'adore le pick de Brandon Montour. Il n'y a aucune chance que je mette Drew Doughty sur cette équipe-là après ce qui s'est passé aux 4 Nations. Puis l'idée, c'est qui d'autre que je pourrais mettre... Drew Doughty était si mauvais que ça aux 4 Nations. Il était horrible pour moi aux 4. C'est comme... Drew Doughty est beaucoup trop vieux à la base. Il n'est pas assez rapide, surtout sur une glace olympique. Et lorsqu'il est rendu fin seul dans sa zone défensive avec la rondelle, est capable de choses s'il y a un peu de temps, mais on est d'accord qu'avec des équipes comme les États-Unis, il n'y en aura pas de temps pour contrôler la rondelle dans son territoire. Et pourquoi je me suis dit, pour fitter un peu les deux moules, d'amener quelqu'un comme Noah Dobson qui connaît une saison défensive extraordinaire, puis fait des points aussi à ce chapitre-là. Bizarrement, tu sais, Noah Dobson, encore une fois, moi, j'écoute le Canadien de Montréal à chaque match. Je suis capable de le regarder. J'ai cette tu l'aimais pas, hein? Je le détestais, puis tu le sais. La seconde qui est arrivée à Montréal, j'ai dit je déteste cette signature-là. Il n'y a aucune chance qu'il vaut 9,5 millions. Puis pourtant, match après match, je me dis mon Dieu, qui est bon. Ce gars-là était juste vraiment dans le pire des environnements possibles. Tu sais, c'est pas un gars qui va te donner des grosses mises en échec, mais il n'y a aucune chance que tu t'approches de l'enclave avec ce gars-là. C'est fou à quel point il est bon avec son bâton. Il fait des points, c'est des passes secondaires au début de la ligne bleue. Mais c'est de la production quand même. T'sais, il est capable de produire offensivement. Et pourquoi je l'ai mis avec un jeune Matthew Schaefer aussi, qui est un peu le même joueur que Noah Dobson, mais plus rapide aussi. Fait qu'il va être capable de... Puis on le sait à quel point Matthew Schaefer est très bon défensivement. Des replis défensifs de fou. Et pourquoi il est sur le deuxième avantage numérique? Parce qu'il a 6 buts cette année, Matthew Schaefer, déjà. 6 buts, 8 passes pour 14 points, mène les recrues à ce chapitre. Dans ma tête, il n'y avait pas d'autres meilleurs défenseurs droitiers. Ça se peut que tu ne sois pas en accord avec ça, mais une raison pourquoi il est sur le troisième duo. Il y avait des Colton Parayko qui, pour moi, est meilleur, surtout avec un gars comme Josh Morrissey qui est plus offensif. Évidemment, Cale Makar qui est le meilleur défenseur. Point en général de la Ligue. Mais je suis correct avec l'idée que tu n'es pas nécessairement d'accord. J'ai beaucoup de difficultés à laisser chez Theodore et Thomas Charlie sur mes extras, qui sont deux gauchers à la base. Mais je pense que présentement dans la Ligue, il n'y a pas meilleur que ces 6-là à leur position. Ça peut être... C'est bon ton interprétation, mais je veux voir ta logique derrière mettre Drew Doughty dans ce mix-là. Ouais, j'ai mis Drew Doughty dans le mix parce que, écoute, oui, je suis d'accord avec toi, c'est pas le défenseur le plus rapide. Vraiment, c'était circonstanciel pour moi. Je me suis dit, bon, je vais aller mettre Matthew Schaefer comme sur ma troisième paire.
comme défenseur, jouant sur le poste gauche. Et je me suis dit, ça me prend comme juste quelqu'un qui va donner à Schaefer un peu de liberté, comme va permettre à Schaefer peut-être de faire des erreurs sur la patinoire. Je me dis, Doughty peut être là pour le backer. Je pense que ça va être juste un bon mentor pour lui aussi. Mais je suis pas nécessairement opposé non plus à mettre quelqu'un comme Dobson. J'y avais pas pensé, je vais pas te mentir pour Dobson. J'y ai pensé très tard parce que il figure pas vraiment sur les listes qu'on retrouve en ligne. Puis il mérite, là, honnêtement, de l'être un peu plus. Moi, c'est clair que je n'allais pas mettre un Colton Parayko, par exemple, ou un Travis Sanheim. Pas fan de ces gars-là. Pour vrai, j'étais pas fan de Parayko avant les 4 Nations. Ouais. Puis là, je me suis dit, il a clairement un rôle. Ouais. Puis il le fait très bien. Ouais, il a joué correct. Puis même que je ne serais pas opposé. Pas Sanheim. Non, oublie Sanheim, j'y ai même pas pensé. Il est sur beaucoup de listes. Parce qu'il était là aux 4 Nations. Ah ouais, je sais. C'est la seule raison. Mais il va peut-être faire l'équipe. Ça sera ce que ça sera. Pour vrai, c'est dommage. Je serais pas aussi délaissé à l'idée de mettre Parayko sur un 3e duo avec Matthew Schaefer. Je trouve que ce ballon-là, offensif-défensif, pourrait très bien paraître pour l'équipe canadienne. C'est tout à voir dans la chimie de ces joueurs-là aussi. T'sais. Moi, je crois beaucoup aussi à Theodore Doughty pour, Theodore, juste être dans les lignes de tir aussi, comme, des gars qui vont te bloquer des lancers. Ouais. C'est un aspect du jeu qui est sous-estimé, je trouve, souvent en défensive, mais ça te prend... Chez Theodore, quand même cette capacité-là pour moi de très bien performer avec Josh Morrissey. Ça va être un gars qui va bloquer des lancers. Il l'a toujours fait dans sa carrière. Il y a quand même du grit. Il y a cette capacité-là offensive aussi. Je suis juste pas inquiet pour lui avec Morrissey. Comme Morrissey est tellement bon pour moi. Comme c'est encore un gars qui est sous-estimé. Il est tellement bon. Je me dis, il n'y a pas besoin nécessairement de quelqu'un de trop flashy à côté de lui. Je vais juste prendre une valeur sûre qui a déjà joué, Absolument. qui a déjà de l'expérience en Shea Theodore. Fait que pour moi, ce pairing-là est assez stable. Pour moi, j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Puis écoute, si chez Theodore, pour une raison ou une autre, performe pas, j'ai pas peur aussi. Comme, tu sais, les défenseurs, là, les attaquants, pour moi, il va avoir moins de fluctuations. Là. Je pense que mon 12, c'est vraiment mon 12. Puis peut-être il y aura des changements s'il y a des blessures. Là. Mais sinon, ça devrait rester ça. Les défenseurs... Il y aura plus il y a tellement de gars qui sont juste comme vraiment comme égales pour moi puis sont un peu dans les mêmes eaux. Je suis comme qu'est-ce qu'on fait avec ça? Écoute, mon tour pourrait monter même jusqu'à une 2e paire puis je serais pas nécessairement j'aurais pas nécessairement de problème avec ça. Ouais. J'avais beaucoup aimé mon tour lors des séries en Floride. Je pense que c'était un des joueurs les plus importants à leur victoire lorsqu'il était encore avec les Panthers. Puis Thomas Harley, 7e, voire 8e défenseur. Ouais. Je pense qu'il a bien fait dans son rôle de substitut aux 4 Nations quand même. Puis il est excellent pour les Stars aussi avec la blessure d'Iskanen. C'est juste depuis le retour d'Iskanen, c'est plus le même. Non, c'est ça. On dirait qu'il y a... je me dis peut-être avec la perte de minutes, justement, il a perdu un peu de son feel puis de son élan là, qu'il avait accumulé. Donc, c'est quand même, pour moi, c'est quand même un défenseur vraiment à considérer, mais je n'irais pas le mettre dans mon 6 partant sous aucune circonstance. Puis vraiment, honnêtement, j'ai pas de problème du tout avec Dobson. Je l'ai pas mis immédiatement. Mais écoute, même une paire Schaefer-Dobson, j'aillerais pas ça, voir ça. Je me dis, pourquoi pas une jeune paire aussi dans cet alignement-là. Le présent des Hells et l'ancien des Hells. Ouais, justement. Les jeunes à Patrick. C'est ça. Doughty, je peux comprendre. Là, c'est pour l'expérience. J'en ai pas fait beaucoup de... Vraiment, c'est un peu une anomalie, je te dirais, dans mon équipe parce que sinon, j'ai fait un effort, je pense, quand même, d'aller impliquer les jeunes là, un peu partout dans l'alignement. Mais je me dis, peut-être juste garder un vétéran comme ça au passage, mais c'est ça. C'est pas nécessaire dans aucune circonstance, je pense. Ouais, non, c'est la seule. Pour vrai, du début,
c'est le seul joueur que je me dis il n'y a aucune chance que j'aimerais le voir sur la glace. Okay. Mais moi, j'ai une opinion pas mal plus directe par rapport à la présence de Doughty. Mm-hmm. Pour vrai, comme ça me fait quasiment pleurer de l'idée que je peux pas mettre Shea Theodore dans mon... J'aurais pu enlever Dobson pour mettre Theodore à droite, même si c'est un gaucher. Mm-hmm. Mais dans une équipe olympique, veux-tu vraiment avoir des joueurs qui sont hors position, même s'il y a le calibre de Shea Theodore, je le sais pas. Ouais. Tu peux mettre Schaefer aussi comme extra. C'est pas que ça me dérangerait pas. Ça va me déranger à un certain point parce qu'il est excellent présentement. Oui. C'est sûr qu'il n'y a pas de mauvaise option entre Schaefer et Theodore. C'est juste... C'est dommage. C'est tout ce que j'essaie de dire. Écoute, je voulais faire quelque chose avec toi aussi. Comme j'ai quelques autres noms qui peuvent être dans le mix éventuellement. Oui. Je les nomme rapidement puis tu me dis oui ou non si c'est des joueurs à considérer. Robert Thomas. Pas cette année. OK. Travis Konechny. Oui. Joueur à considérer. J'y ai pensé. Yeah. Ryan Nugent-Hopkins. Non. Zach Hyman. Non. Quentin Byfield. Non, pas cette année. Matthew Barzal. Il joue bien, mais non. OK. OK, c'est ça. OK. J'avais juste quelques joueurs. J'étais juste curieux de voir ta position par rapport à ces gars-là. Hyman, c'est un gros nom, là. Blessé, toujours blessé, je comprends l'idée. On est tous d'accord que l'idée pourquoi Hyman est là, c'est à cause de McDavid. Il n'y a aucune chance que par rendement individuel, il soit là. Fait que je sais pas. Non, c'est ça. Mais côté gardien. Il y a eu une grosse saison. Oui, 5 ans passés. Ouais. On est en 2025, là, on n'est pas en 2021. Non, c'était il y a 2 ans, je pense. C'est juste 2 ans passés? Ouais, c'est 54 buts. Là. Je vais aller. Il me semble que c'est plus tard que ça, mais je vais aller me faire checker là avant de me faire casser. C'est ça. Moi, je suis pas toujours en faveur de ça, comme des gars comme ça qui. Ah, c'est vraiment 2 ans passés. Wow, je pensais que c'était plus tard que ça. Ouais, comme je peux être en faveur de ça des fois, comme je comprends l'idée de chimie, mais comme je veux juste voir le plus de talent possible en même temps. Oui, ben l'an passé, il a fait la moitié de ses buts-là en 7 matchs de moins l'année d'après. Ouais. Fait que je pense que cette idée-là doit vraiment être sortie de la tête de tout le monde, incluant John Cooper, pour juste mettre les meilleurs joueurs qu'on a sur la patinoire. Yeah. Et en parlant de ça, le premier gardien, ça devrait même pas être une question. Là. Je sais pas pourquoi on s'attarde sur le sujet. Ça devrait être Logan Thompson. Genre comme qui d'autre dans la ligue est meilleur présentement que Logan Thompson? La réponse, c'est personne. La réponse, c'est simplement personne. Comme... OK, regarde. Moi je suis pas nécessairement en désaccord avec ce que tu dis, mais... Il l'a pas prouvé, c'est ça? Bennington, mais sa laisse est très courte. Un mauvais but... Bennington n'est pas bon autre qu'une finale. On l'a vu au 4 Nations. On l'a vu... au 4 Nations... Outre la finale, Jordan Bennington était Jordan Bennington. Ouais, il était un gars de 900, gros max. Ouais, il était correct, mais comme c'est juste, tu peux pas ôter le clutch d'un joueur. Hein? Tu peux pas ôter le clutch d'un joueur. Ouais. Et Logan Thompson n'est pas clutch. Il y a un facteur X. Logan Thompson, vous le savez juste pas, mais c'est un winner. Il a remporté une Coupe Calder sa première année dans la Ligue américaine. Il a gagné une Coupe Stanley avec Vegas, même s'il était blessé, mais il l'aurait gagné. Eden Hill a fait une différence, mais Thompson aurait fait la même chose. Je sais que c'est des si, là, mais c'est juste... Et présentement, Logan Thompson est en train de connaître une saison historique avec les Capitals de Washington. N'a pas les victoires parce que son équipe ne sait pas la mettre dedans, bizarrement avec le meilleur marqueur de l'histoire. Mais Logan Thompson mérite absolument de jouer ces games-là. Puis je suis pas en désaccord avec l'idée que Benner est clutch. Puis le troisième gardien pourrait se prendre n'importe qui. Là. Je veux dire n'importe qui un astérix. Comme pour moi, c'est n'importe qui avec de l'expérience. T'as mis qui encore? J'ai mis Darcy Kemper. Ça me prend un gars parmi les 3. C'est toujours ça un peu. C'est un gagnant de la coupe. Oui, c'est un gagnant de la coupe. Puis honnêtement, les autres noms que j'ai considérés, c'est Jake Allen puis Scott Wedgwood. Jake Allen? Yeah. Il connaît une bonne saison. En quoi? 7 matchs? Gagnant de la coupe aussi. Ah, ben là,
Il a fait 3 arrêts. En 2018-2019, il a fait 3 arrêts dans la série. C'est une statistique, ça, Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais n'importe quelle de l'expérience. Fait que t'es confiant pour l'idée que Jordan Bennington devrait être le premier gardien de cette équipe-là, le gardien partant de l'équipe? Whatever. Comme si tu veux mettre Thompson. Je care pas tellement, honnêtement. Comme les trois gardiens laissent à désirer. Puis Thompson est statistiquement un peu meilleur que les autres. Un peu? Ouais, non, beaucoup meilleur que les autres. Ouais. Hey, gars, OK. Je vais aller faire une recherche pour voir c'est quoi le dernier rendement de l'équipe olympique. Tu sais, le dernier alignement qui a été proposé. Mackenzie Blackwood. Ben, il est horrible, là. Il est horrible. Présentement, tu sais, il est juste pas bon. C'est pas que je veux pas. Il était blessé aussi, ça l'aide pas, mais il y a un 8,70 à l'instant où on se parle. Il a pas joué. Wedgwood était, tu sais, 10 victoires, une défaite. Qu'est-ce que tu veux faire quoi, tu sais? Qu'est-ce que tu penses de Tristan? Arrête. L'idée qui est même dans une discussion, et j'ai vu un line-up avec Tristan Jarry dedans. Statistiquement parlant, je pense que c'est le deuxième meilleur. C'est vrai? C'est pas Wedgwood ou Allen? Écoute, si on regarde les Canadiens, je sais pas. Il n'y a pas tant de gardiens canadiens, c'est vraiment notre faiblesse. Ah oui. C'est même pas proche. Okay. Attends un peu. J'ai l'alignement de Greg Button puis Mike Johnson, des panélistes sur TSN. Ces derniers ont mis 3 jours passés en passant. Ah oui, je l'ai vu celui-là. Bon, ils ont mis Crosby à gauche, McKinnon au centre, Reinhardt à droite. Premier trio. Reinhardt n'est pas sur le premier. Non, Reinhardt est dans mes extras. Il est pas bon cette année. Il est moins bon que Marchand. Il a 10 buts, mais il n'est pas autant bon qu'il l'était l'an passé. Non. Il y a une raison pourquoi il fait l'an passé. Il fait pas rien. Comme... Non, mais je le mettrais pas dans mon équipe pareil. Je l'aime pas. Moi, je trouve que c'est extrême de le sortir de l'alignement carrément. Là. Ben, car. Pour qui? Non, mais Marner point au Bedard. Le gars est quand même dans les 6. Je sais. Garanti. Puis il va être sur le banc parce qu'il est garanti d'être là. Zach Hyman, Connor McDavid, Braden Point. T'es tough sur Reinhardt. Ouais, un peu. Celebrini, Suzuki, Marner, 3e trio. C'était un méchant 3e trio, ça. Celebrini, Suzuki, Marner. OK. C'est comme, quoi, 75 points juste là sur un trio. Celebrini... ils sont trop bas, comme... Celebrini puis Marner. Comme... Ouais. Je suis d'accord avec Suzuki qui est sur un 3e. Je suis pas contre l'idée, mais Marner est excellent. Marner, cette année, à Vegas, Ben là, il a slacké un peu. Là, oui, mais il est phénoménal. Il est phénoménal. Il fait un excellent travail. Je veux dire, c'est 2e au Selkie. Quasiment un lock sur le premier trio pour moi. Pour moi aussi, je suis d'accord. Et 4e trio de Brad Marchand, Bo Horvat et Tom Wilson. C'est vrai, je voulais te dire Bo Horvat dans les noms. Je suis tanné. Brendan Hagel et Mark Scheifele, c'est un extra. Ça revient pas. Mark Scheifele, je sais pas c'est quoi le manque de... Je sais pas qu'il a moi fait non une plus. connerie, là. C'est quoi, l'année passée ou 2 ans passés, il s'était fait suspendre, là. Ça n'a pas rapport. Mais comme, non, mais je sais pas. C'est comme si sais pas. C'est quasiment comme si ils ont une dent contre ce gars-là. Parce que je comprends pas. J'essaie de comprendre. C'est la même idée avec Nick Suzuki, mais là, on lui donne du respect. Mais Mark Scheifele, pour moi, est au même échelon que Nick Suzuki. Ah ouais. Côté talent, là, je veux dire. Oui. Écoute, un capitaine aussi. Suzuki, Scheifele a plus de points que Suzuki cette année. Moi, j'ai mis Suzuki au-dessus parce que je crois plus en Suzuki, personnellement. C'est 2 sens de la glace, là, pour vrai. Ouais, les 2 sens de la glace, là, mais... Man, comme je sais pas c'est quoi avec Scheifele. Je suis d'accord. Ils sont juste... Ils sont ben trop rough. Ah oui, ils sont vraiment... ils sont vraiment omnibulés. C'est l'idée que... 5 mois non plus fort que ça, toi. Devon Taze, Kyle McCarr, Josh Morrissey, Shea Theodore, un peu comme que tu avais fait, qui est pas de mauvaise idée, là, on en a déjà parlé. Travis Sanheim, Colton Parayko. C'est drôle. Ça, c'est dégueulasse. J'en ai une bonne pour toi. C'est la liste des gardiens canadiens. Je les ai mis en ordre de pourcentage d'arrêt.
Nico Dawes est premier, Matt Murray deuxième. Nico Dawes est premier, là, mais il a joué un match. Matt Murray, là aussi, Matt deuxième. Murray est Nico Dawes a 9,68. Matt Murray a un 9,26 avec 4 matchs. Mais c'est pas sérieux. On non, considérait pas. On le considérait pas. Bah, t'as considéré Jake Allen qui est troisième, c'est ça? Ou Jake Allen est quatrième, 9 matchs joués, 914. Thompson. Thompson est à 0.923 avec 12 matchs joués. Fait que, ouais, quand tu regardes les statistiques. Mais Scott Wedgwood est avec 14 matchs joués à 0.913. Puis Tristan Jarry, 0.911 avec 7 matchs joués. Fait que quand tu regardes les statistiques comme. Viens pas me jaser de Tristan Jarry tout de suite. Là. Non, mais c'est triste à dire. Moi, regardez, prenez-le d'un fan des Pingouins, là. Tristan Jarry ne devrait jamais être une option considérée aux 4 nations. Et il devrait pas faire l'équipe. Il devrait pas faire l'équipe du Danemark. Non, il devrait même pas faire l'équipe. Il devrait pas faire l'équipe de la Lettonie. Non, c'est ça. Regarde, ça. Si à un moment donné, la Ligue américaine commence à avoir une équipe olympique, peut-être. Ça serait intéressant. Non, Gare, je suis pas d'accord du tout avec Tristan Jarry. Je suis pas d'accord du tout avec l'idée qu'on nommait complètement Matthew Schaefer 3 jours passés pour l'équipe canadienne. Ce sera à voir. Bref, ce sera une discussion qu'on pourra jamais gagner parce que c'est pas nous qui décident de toute façon. Mais qu'est-ce qu'on décide toutefois? C'est de quel sport bizarre que Philippe va vous parler aujourd'hui dans ce segment sporadique. Et là, tu ris déjà, fait que j'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous dire. Ah ben... Je t'en ai déjà parlé en plus. Je pense Combien de pages? Il y avait de la recherche qui se faisait. Il y a de la recherche qui se faisait ce matin. Mais ouais, je t'en avais parlé un peu hier, Mathieu. T'as trouvé quelque chose? Oui. Le World Chase Tag, que je trouve qui est un sport fabuleux. C'est phénoménal. C'est vraiment, honnêtement, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais jouer à un moment donné. Je pense pas que je serais très bon. C'est vraiment un sport unique, là. Ça demande des aptitudes un peu de parcours puis de free running, genre de choses-là. C'est un sport essentiellement où 2 équipes s'affrontent. Là, je vous fais un résumé improvisé très bref, là, mais c'est 2 équipes qui s'affrontent sur un espèce de terrain de jeu avec plein d'obstacles. Puis là, ils se courent après, ils ont 20 secondes pour toucher l'autre. Et puis, il faut que. Sinon, ça se joue. Tu marques un point si tu réussis une évasion ou si tu réussis un tag avec. Non, en fait, une évasion, ça ne te donne pas de points, je pense. Puis si tu réussis oui, parce que c'est assez facile de faire une évasion. La plupart des chases se finissent par une évasion. Et si tu réussis un tag, ça te donne un point. Et c'est un sport que je trouve très, très, très cool. Ça se joue dans une espèce d'arène carrée. Pas sûr exactement des dimensions, mais c'est pas excessivement grand. Non. Juste assez d'espace pour que tu puisses t'évader puis essayer de semer le coureur. Et je pense que c'est 20 secondes qui sont allouées pour aller toucher celui qui essaie de s'évader. Et j'attendais de vous en parler à un moment où il y aurait comme un événement parce que je pas sûr de comprendre trop l'horaire de la chose. Des fois, c'est diffusé sur TSN, ça arrive. ESPN, là, c'est genre de... ESPN, ils aiment ça, les sports un peu... ESPN sont bougies, hein, c'est l'enfer. Ouais. Non, mais ça, par contre, c'est vraiment cool. Si vous avez la chance de regarder ça sur TSN à un moment donné, vous voyez ça. Des fois, ça passe, il y a des rediffusions, là. Il y a des championnats aussi mondiaux qui prennent place à temps et autres. Mais là, tout de suite, en novembre, là, l'événement principal, c'est ce week-end. C'est le 15, le 16 novembre. Ça s'appelle le Rotterdam Chase-Off. Et ça se déroule, bien entendu, aux Pays-Bas. Il y aura 3 divisions, division femmes, division Open et division Open Pro. Open qualifié, Open Pro. Et il y aura notamment des équipes connues qui y seront. Les Hollywood Freerunners, je sais que ça, c'est une des meilleures équipes. C'est les champions du monde en titre, présentement. C'est cool qu'ils font leur propre nom, je savais pas ça. Oui, ils ont leur nom. Il y a les Rooftop Kings, First African Team Representing Morocco. Première équipe africaine qui représente le Maroc. Parkour 59. Eux, je les connais pas, mais c'est les doubles champions français et demi-finalistes mondiaux. Eugen, qui est l'équipe la plus vieille, active présentement, et Dexterity Depot, qui est une bonne équipe aussi. Je connais également ce nom-là. Et il y aura des
côté diffusion, je pense que ça va se faire sur les comptes médias sociaux de World Chase Tag. Probablement qu'il y aura un YouTube Live ou quelque chose du genre. C'est pas quelque chose qu'on voit à la télé très souvent, mais quand il y a des événements importants, parfois il arrive des diffusions sur TSN. Mais c'est vraiment comme le jeu de tag réinventé dans une manière plus extrême. C'est cool. Ouais, c'est comme, tu sais, jouer à tag là, quand t'es un kid, là, c'est le fun, mais comme à un moment donné, comme ça devient long. Là, tu fais juste. C'est toujours Surtout si t'as pas dit du début qu'il n'y a pas de double tag. Là. Ah oui, c'est ça. Fait que, ouais, c'est comme une version adulte et extrême de tag avec des aptitudes de parcours qui sont comme incorporées là-dedans. C'est super le fun. C'est de l'action à n'en pas finir, pour vrai. J'ai écouté quelques clips de ça, surtout sur des... Il y a beaucoup de ces clips-là qui vont sur du TSN Top 10. Oui. Donc, avec une grosse feinte. Ah, ça aussi, la vidéo YouTube des meilleures feintes de l'histoire. En tout cas, il y a tellement de choses à visionner. Moi, Phil, je te parle de soccer pour une des rares fois. Et pas juste de soccer, mais de la Canadian Premier League, qui a vu une finale enneigée quelques jours passés. Je sais pas si tu as déjà vu les images de ça. Bref, cette finale-là qui a été marquée par, non pas le bicycle kick, mais le icicle kick. Et c'était là l'un des plus beaux buts que j'ai jamais vu. Dis-moi qu'il l'a callé comme ça en live. Je le sais pas, mais c'est une bonne question. Ben, ce clip-là, Phil, a dépassé le 1 milliard de vues. Puis c'est une finale à la base qui a été disputée sur la forte tempête de neige à Ottawa. Puis c'est devenu viral justement grâce au but égalisateur de David Rodriguez. Un petit coup à la bicycle, je le ferai pas, là, ce serait drôle par exemple. Qui a frappé la barre transversale, un petit bar down avant de traverser la ligne, qui est rapidement surnommé le icicle kick, qui est un nom spectaculaire. Je sais même pas pourquoi j'y ai jamais pensé. Finalement, cette finale-là a été remportée par la formation à domicile de l'Atlético d'Ottawa, qui a battu le Cavalry FC 2-1 pour remporter son premier titre de la Canadian Premier League. Et justement, Rodriguez, qui a ajouté un deuxième but en prolongation, était l'homme des situations. C'est un gars de neige. Hein? C'est juste un gars de neige. C'est drôle parce que le sélectionneur canadien, Jesse Marsh, je sais pas si tu connais Jesse Marsh, tu as entendu son nom. Lui a reçu pendant la rencontre et après la rencontre 20 à 30 messages de contacts européens qui étaient impressionnés par cet événement-là. Ça veut juste dire que l'engouement pour le foot au Canada est de plus en plus populaire, puis on adore ça. Écoute, si on pouvait faire une ligue qui est strictement sous la neige, j'appuierais cette situation avec grand plaisir. À grands pas aussi pour le Canada, la Coupe du Monde, ici même. Absolument. Il y a des équipes qui se qualifient tranquillement pas vite, sauf le Cameroun qui ne sera pas là. Pour les 3 étoiles. Les 3 étoiles. C'est une flèche. Côté 3 étoiles de la semaine, Phil, pour cette semaine, j'ai justement mis une équipe qui est qualifiée pour la Coupe du Monde, qui est la France, qui s'est qualifiée hier avec une victoire de 4-0 face à l'Ukraine. On ne s'attendait pas à un autre sort là, côté de la France. Mais la France. Je me dis que j'allais inclure la France. Ils font juste se qualifier, la France. Ouais, mais ils peuvent pas faire le reste. C'est dommage. Deuxième position, ce sera Vladé, parce qu'il était nommé à la première étoile d'équipe côté du baseball majeur. Grandement mérité, d'ailleurs, pour Vladé. On disait qu'il avait été, il a été super bon en série, puis c'est un peu dénigré l'idée qu'il était quand même bon en saison régulière. Puis clairement, il l'a mérité. Et ma première position, je sais que tu l'as pas sur ta liste, c'est les Alouettes de Montréal, Phil, parce qu'ils sont en finale de la Coupe Grey pour la deuxième fois en 3 ans. Affronteront les Rough Riders de Saskatchewan. L'ont remporté en 2023. Fait qu'à voir s'ils peuvent avoir justement 2 titres en 3 ans. Un peu une histoire de underdog là, pour les Alouettes quand même cette année, je pense. Pas depuis le retour de Davis Alexander, qui lui avait aucune défaite à sa fiche. Continue de briller. Il va jouer pour son père aussi. Excellente équipe défensive, de ce que j'ai entendu. Oui, absolument. Ouais, t'as écouté Didier mais juste. Je suis pas beaucoup le football canadien, un peu plus le football américain, mais c'est toujours le fun de voir que nos bons vieux Alouettes... Ah, mon Dieu. C'est plus Anthony Garvio, mais bon, il y en a d'autres sur l'équipe. Alouette, gentil Alouette. Oui, on va commencer ça. Mais j'ai une équipe de football sur ma liste quand même. Mes 3 étoiles de la semaine, en 3e position, j'ai mis les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ont remporté 8 victoires consécutives. Une équipe qui surprend quand même cette année. Ça veut dire combien? 8 victoires consécutives. 8? Oui.
Drake May, man. Oui, en date d'hier. Donc, une équipe quand même qui se cherchait, je pense, on peut dire, depuis les bonnes vieilles années. Oui, l'ère de Tom Brady. T'as raison. C'est bien de voir là, qu'ils reviennent tranquillement vers le sommet. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller avec cette jeune équipe. C'était comme les Patriots, c'était comme l'équipe que tout le monde prenait pour par défaut. Ah, parle-moi-en pas, là. Comme, tu sais, c'est un peu le syndrome. Gang de bandwagon. Ouais, c'est un peu le syndrome des Penguins de Pittsburgh. Oui. Dans un c'est sens. pour ça que je veux pas qu'on en parle. Ouais, là, je vais me call out, mais je suis jamais un fan des Patriots, par exemple. Good. Ça, je vais le dire. Deuxième, peut-être que ça va revenir, ça, cette trend-là de prendre pour les Patriots par défaut, en tout cas. Mais deuxième étoile de la semaine, je suis allé avec Paul Skeens qui a remporté le Cy Young. Il y a eu de ma réaction que quand il a remporté la recrue de l'année aussi, il y avait un sourire. Ouais. C'est ça. Ouais, ça l'a joué assez cool. La nonchalance, c'est juste incroyable. J'ai trouvé ça drôle là, quand même, ce petit extrait-là. J'aurais pu nommer Scooball aussi, Otani, Judge qui ont remporté les MVP, mais je trouve c'est cool parce que Skeens évolue pour une équipe, en tout cas présentement évolue pour une équipe. Il évolue, je pense. Il évolue juste. Il évolue pas pour rien d'autre. C'est ça pour les Pirates. Donc, c'est impressionnant quand même qu'est-ce qu'il a fait avec cette équipe-là. Paul Skeens is my guy. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Puis, première position, fait rare dans la LNH cette semaine, il y a eu un tour du chapeau marqué par un défenseur, Simon Nemetz, mais pourquoi ça m'a coûté des points fantasy, ça. Ah, ça a coûté des points. Je vois. C'est pas que j'aime pas Simon Nemec. Puis Mathieu, un timing spectaculaire. Pourquoi tu sors ton sel? J'avais dit à mon frère que s'il me donnait son line-up pour les 4 nations, je ferais un shout-out. OK, on le fait rapido. J'écoute. En ce moment, donc c'est fait. OK. Première ligne, Reinhardt, McDavid. Bon, c'est ce qui va. Reinhardt, McDavid, Marner. Okay. Deuxième ligne, Crosby, McKinnon, Bennett. Ah, Simon, je suis déçu. Point, Bedard, Celebrini pour la troisième ligne. Oh, il a mis Celebrini et Bedard sur la même ligne. Et quatrième trio, Suzuki, Wilson, Scheifele. Okay. Avec les extras de Marchand et Jarvis. Ensuite, il a fait Taze McCarr, Parayko Morrissey, Pietrangelo Theodore, ne sachant pas qu'il est blessé et qu'il n'y a pas de chance qu'il revienne. Donc, de ce côté-là, c'est dommage. Il a mis Hurley et Schaefer comme ses extras. Puis, ses gardiens sont Thompson, Bennington et Wedgwood. Oh yeah! Hello boy! Il a réussi. Il a fait comme toi. Let's go! Hey, c'est ce qui va terminer ce 81e épisode de Dans les Gradins. Ou l'épisode. Phil Kessel, c'est ça. Rien de ça. J'espère que vous avez eu bien du plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez tout réécouter ces épisodes côté audio sur Spotify ou Apple Podcast et bien sûr sur la chaîne 9 et 10 de Rogers TV. Présentement, côté Moncton, ça se passe dès 20h à Moncton le vendredi soir. Même comme ça, vous êtes au courant de l'actualité sportive la journée où on vous le partage, bien sûr. C'est là que ça se passe. C'est bien entendu en attendant qu'on soit live puis qu'on performe devant la nation en entier, mais ça viendra. Sur ce, on se dit bon match. Une production de Podcast NB.